Burundi, une attaque meurtrière au nord-ouest du pays semble créer la psychose. L'attaque survenue à quelques jours du référendum constitutionnel a fait 26 morts, tous proches du régime. En Afrique du Sud, le limogeage du maire de Cap, Patricia Delisle, est un énième revers pour l'Alliance démocratique qui enchaîne des crises. Son parti, l'Alliance démocratique, l'accusait de mauvaise gestion. La diaspora nigérienne est préoccupée par la crise politique liée à la loi de finances. Des députés nigériens de la diaspora du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont donné de la voix. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. En Afrique du Sud, la maire de la ville du Cap, Patricia Delisle, a été démise de ses fonctions mardi dernier. Elle était en conflit avec son parti, l'Alliance démocratique, qui l'accusait de mauvaise gestion de la ville et de népotisme également depuis des mois. Son limogeage est un énième revers pour l'Alliance démocratique qui enchaîne des crises. Reportage. Près d'une semaine après son limogeage, le départ de Patricia Delisle de l'Alliance démocratique crée des tensions au sein du parti. Démise de ses fonctions de maire de la ville de Cap, elle était en conflit avec son parti qui l'accusait de mauvaise gestion de la ville et de népotisme depuis plusieurs mois. Patricia Delisle, figure de la lutte contre l'apartheid, a été exclue du parti alors qu'elle y bénéficiait d'une forte notoriété. Son départ est un revers, le énième pour l'Alliance démocratique qui ne cesse d'enchaîner les crises. Quelques jours après son éviction de la mairie du Cap, Patricia Delisle prépare sa contre-attaque. Celle qui fut pendant longtemps la seconde personnalité politique préférée des Sud-Africains a porté plainte contre l'Alliance démocratique. Selon elle, son éviction est illégale. La crise à la mairie du Cap durait depuis plusieurs mois. Le parti de centre droit, encore soutenu par une majorité de blancs sud-africains, a perdu en crédibilité ces derniers mois. Le leader Mumsi Maïman avait récemment parlé de l'importance de combattre le privilège blanc encore présent dans le pays avant de s'attirer les foudres de ses propres soutiens. Ce débat, tout comme l'éviction de Patricia Delisle de la mairie du Cap, est révélateur du manque de changement à l'intérieur de l'Alliance démocratique. Une situation qui pourrait faire perdre au parti tous ses gains électoraux de ces 2 dernières années. Au Mozambique, l'ombre du regretté leader de l'opposition, Afonso Dhlakama, plane toujours sur le pays et singulièrement dans son fief à Vundouzi, au pied des montagnes de Gorongosa, où le chef de la Renamo est mort le 3 mai dernier. Les habitants redoutent un regain de tension entre les troupes gouvernementales et rebelles. Reportage. Ici, à Vundouzi, au pied des montagnes de Gorongosa, le décès d'Alfonso Dhlakama, mort des suites d'une maladie le 3 mai, a fait l'effet d'un coup de tonnerre, laissant soudain planer l'incertitude sur l'avenir. Les coups de feu ne vont-ils pas retentir à nouveau? Beaucoup voudraient bien croire que non. En effet, peu avant sa mort, Alfonso Dhlakama et son rival, le président mozambicain Filipe Nyusi, avaient entamé des négociations de paix directes pour tenter de mettre un point final au combat qui avait repris en 2013. Avec la trêve décrétée unilatéralement par Alfonso Dhlakama fin 2016, la vie a repris ses droits à Vundouzi. Plus de checkpoints militaires, les motos, voitures et camions circulent librement. L'école, fermée en 2015, a rouvert, les bâtiments publics ont été repeints, le village a même été raccordé à l'électricité. En somme, la vie a repris son cours normal. Autre acquis issu des négociations, un premier accord en vue d'une réforme de la Constitution qui permettrait aux gouverneurs des 11 provinces du pays d'être nommés non plus par Maputo, mais sur proposition du parti politique vainqueur des élections locales. La Renamo réclamait cette mesure depuis des années. Le dernier point des discussions en suspens concerne l'épineuse réintégration des soldats de la Renamo dans l'armée ou la police. La pérennité de ces acquis dépend désormais de la politique des nouveaux maîtres de la Renamo. La paix reste précaire et tout peut donc arriver à tout moment.
Au Burundi, une attaque meurtrière au nord-ouest du pays semble créer la psychose. L'attaque survenue à quelques jours du référendum constitutionnel qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 a fait 26 morts, tous proches du régime en place. Reportage. C'est la tristesse et la désolation ici à Ruagarika, ce village au nord-ouest du Burundi. Toute une population inconsolable après une attaque meurtrière ayant fait 26 morts et près d'une dizaine de blessés graves. Les assaillants semblaient bien connaître les lieux. Ils auraient ciblé des ménages bien précis, notamment les familles de 4 policiers issus de l'ancienne rébellion aujourd'hui au pouvoir. L'un d'eux a perdu au moins 12 proches, ses parents, ses frères, dont les femmes et enfants ont été par la suite massacrés sauvagement. Certains ont été poignardés, d'autres égorgés ou encore brûlés sur des matelas aspergés d'essence, selon des voisins encore sous le choc. Pour l'instant, on ignore les raisons de cette attaque et l'identité des assaillants qui, selon le ministre de la Sécurité publique et numéro 2 du régime, Alain Guillaume Bounioni, ne sauraient s'enfuir impunément. De leur refuge, la République démocratique du Congo voisine, ils seront délogés et châtiés, menace-t-il. Pas de quoi rassurer pour autant la population toujours sans voix. Cette attaque est survenue alors que le climat est de plus en plus tendu dans le pays, à l'approche du référendum constitutionnel contesté prévu pour le 17 mai et qui devrait permettre au président Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 de briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020. La diaspora nigérienne, à travers ses élus, a exprimé ses inquiétudes sur la crise politique liée à la loi de finances qui oppose les députés à la société civile et l'association islamique. Abdoulaye Issa est allé s'enquérir des points de vue des députés nigériens de la diaspora du Ghana et de la Côte d'Ivoire. La crise concernant la loi de finances au Niger qui oppose les associations islamiques, la société civile aux représentants du peuple continue de susciter assez d'interrogations dans le pays et au sein de la diaspora nigérienne. Côté majorité, la machine est mise en marche pour le bonheur du pays. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun pays au monde ne peut vraiment avancer sans ces impôts, sans ces taxes-là. Donc le Niger ne fait pas exception. Naturellement, le Niger ne fait pas exception. Donc moi je trouve que cette loi des finances, elle est la bienvenue et puis elle est normale. Elle est tout à fait logique parce qu'il faut passer par là. On ne va pas continuer quand même à attendre la main. Pour l'opposition, cette marche vers le développement tant décriée par le pouvoir au Niger n'est qu'illusoire. La nécessité d'écouter le peuple s'impose au pouvoir de Mahamadou Issoufou qui continue d'enfreindre les règles démocratiques. On ne va pas au Niger. Je vous assure, la loi des finances, c'est vraiment une chose insupportable par la population nigérienne. Nous, on est contre la loi, on n'a pas voté, on ne le soutient pas. La société civile nigérienne, vous voyez bien comment l'État du Niger le maltraite. Ils sont tous enfermés de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que revendiquer leurs droits. La balle est dans le camp des honorables députés qui d'ores et déjà ont enclenché une discussion avec les associations islamiques en vue de trouver une porte de sortie face à cette crise qui n'a trop duré. En Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dimanche dans des attaques à la bombe, dont au moins une attaque suicide. Des attaques ayant essentiellement visé des églises. Aux dernières nouvelles, le groupe État islamique EI a revendiqué ces attaques. Une nouvelle journée sombre pour l'archipel d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie. Le pays musulman le plus peuplé du monde est à nouveau en état d'alerte après que des attaques suicides ont visé la minorité chrétienne. 3 églises à Surabaya ont été la cible des attaques ayant fait 11 morts et 41 blessés. Les attaques revendiquées peu après par le groupe djihadiste État islamique ont été orchestrées par une famille de 6 personnes, comprenant la mère et le père, ainsi que 2 fillettes de 9 et 12 ans et 2 fils de 16 et 18 ans. Ces attaques surviennent quelques jours après que 5 policiers et un détenu ont été tués au cours d'affrontements dans une prison de haute sécurité en banlieue de Jakarta. L'EI avait revendiqué en son temps les faits, mais la police indonésienne avait écarté l'implication de ce groupe. L'intolérance religieuse a augmenté ces dernières années en Indonésie, pays de 260 millions d'habitants, dont près de 90% sont de confession musulmane, mais qui compte aussi des minorités comme les chrétiens, hindous et bouddhistes. D'autres attaques visant des églises se sont produites ces dernières années à travers le pays.
En France, un passant a été tué et 4 personnes blessées samedi soir à Paris. L'attaque a été perpétrée par un homme armé d'un couteau qui a crié Allah Akbar. Selon des témoins, il a été abattu par des policiers. L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. On fait le point. L'attaque à l'arme blanche survenue dans la soirée de samedi a déjà été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Son auteur était connu des renseignements. Âgé de 29 ans, l'assaillant d'origine française, né en Tchétchénie, a tué au couteau un passant et blessé 4 personnes. L'incident s'est produit en plein cœur de Paris. Un drame que raconte ici un témoin de la scène. Elle a tout de suite essayé de rentrer dans notre restaurant pour se réfugier. Puis là, l'agresseur lui a sauté dessus. Elle n'a pas eu le temps de rentrer dans notre restaurant. Elle était devant la porte. L'agresseur lui a sauté dessus. Elle est tombée par terre. Elle est restée par terre, en fait. Et là, un ami de la jeune femme est venu tout de suite l'aider. L'agresseur a ensuite s'est mis sur l'ami de la jeune femme. Il a essayé de l'agresser. Le jeune homme a couru dans le restaurant d'à côté. Puis là, ça commence à être la panique. Tout le monde a couru parce que tout le monde a vu l'agresseur. Le jeune homme est revenu en criant le nom de son ami. Il l'a relevé tout de suite et ils sont partis dans le sens opposé de l'agresseur pour le fuir le plus vite possible. Le ministre de l'Intérieur français a assuré que les 4 personnes blessées dans l'attaque sont désormais hors de danger. Des équipes de 21 pays composées d'enfants des rues et d'enfants vivant dans des conditions difficiles, garçons et filles, se réunissent pour la 3e édition de la Coupe du monde des enfants de rue. Et ce, pour la cérémonie d'ouverture et du match d'exhibition entre l'équipe féminine du Brésil et de la Russie. L'objectif principal de l'événement auquel plus de 200 enfants représentant leur pays participent est d'attirer l'attention sur les droits des millions d'enfants dans des rues dans le monde. Si vous avez des enfants qui représentent leur pays, portent leur maillot national, tout à coup, les gens de leur pays sont de leur côté. Les enfants des rues demandent 3 choses. Enregistrement de la naissance, accès à l'éducation, protection contre la violence. Dans beaucoup de pays, les lois ont été changées. Au Pakistan, ils ont fait le premier recensement des enfants des rues. Ils n'avaient jamais compté le nombre d'enfants des rues auparavant. Ils ont voté une résolution au Parlement pour protéger les 1,5 million d'enfants des rues. Quand j'ai participé pour la première fois à la Street Shield World Cup, je me suis rendu compte que je pouvais parler, que je pouvais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour faire entendre la voix des enfants des rues du monde entier et pour que leurs droits soient respectés. Après cette coupe, nous devrions obtenir une bourse et de l'argent pour baisser les crimes à l'arme blanche à Londres et essayer d'encourager les différentes manières de sortir les enfants de la rue. Ce qui est bon du point de vue de notre équipe parce que maintenant, nous ne sommes plus dans les rues comme avant, parce que nous avons été amenés dans cet environnement positif. Oui, c'est bien. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez câblés, l'actualité revient dans un instant.